Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est la 23e édition. Et nous sommes avec nos invités, Bernard Sananès, le président d'Elab, et Alain Di Crescenzo, le président de CCI France. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Pour fêter un anniversaire extraordinaire, c'est que la Tribune publiait, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens lecteurs s'en souviennent, on avait un baromètre annuel que nous publions chaque année au mois de septembre. Et on a décidé avec Jean-Christophe Tortora que la Tribune allait publier désormais, alors, avec Elab, on est ravis, un baromètre annuel au moment des rencontres économiques d'Aix-en-Provence pour finalement célébrer les congés de vacances et sonder l'âme des Français juste avant ces congés de vacances. Alors, on va le sortir, il est sur le site de la Tribune, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver, les articles et les résultats de ce sondage sur la thématique des rencontres d'Aix de cette année, recréer l'espoir. Alors, l'honnêteté m'oblige à vous dire que nous avons fait ce sondage, Bernard, avant les événements, les émeutes qui ont saccagé un certain nombre de villes en France il y a pas moins d'une semaine. Néanmoins, les résultats sont particulièrement intéressants. Alors, je vous propose, pour les commenter avec nos deux invités, peut-être Bernard de commencer en nous donnant les principaux enseignements de cette enquête sur l'état de l'opinion. Et puis ensuite, on va parler bien sûr de l'économie avec vous, Alain Di Crescenzo. Merci Philippe. Effectivement, vous l'avez dit, le terrain, comme on dit, d'enquête a été réalisé juste avant que les plusieurs journées d'émeutes que le pays a connues se déroulent. Mais pour autant, les questions que nous avons posées sont des questions, j'allais dire, un peu plus de long terme. Elles dépassent ces événements sans évidemment minimiser l'importance et le côté dramatique qu'ils ont eu et qui, par ailleurs, il faut le dire, ont marqué profondément le pays. Alors, notre baromètre pour la Tribune avec CCI France dit plusieurs choses. La première, on n'est pas surpris, mais c'est toujours intéressant de savoir. Il y a une vision qui est un peu parallèle des Français. On se sent plutôt à l'aise dans sa vie personnelle, majoritairement. Ce que Jean Viard, sociologue voisin, appelle souvent le bonheur privé, mais le malheur public. On considère que le pays, lui, ne va pas bien. Et ce sentiment, il est encore en progression depuis quelques mois. On voit bien qu'il n'y a pas là d'inversion des courbes, comme on dit. On a le sentiment que le pays est atteint par le déclin. 6 Français sur 10 pensent que notre pays est en déclin. Et ce sentiment du déclin, il est animé par une comparaison avec les autres pays. Et vous l'avez dit, Philippe, le sondage est sur le site. C'est intéressant, quand on demande par ailleurs aux Français à quel pays ils aiment se comparer, ils aiment nous comparer à l'Allemagne. Eh bien, 1 Français sur 2 dans notre enquête considère que la situation économique de l'Allemagne est plus favorable que la situation de la France. Ça, c'est pour le visage, j'allais dire, pessimiste, qui s'alimente aussi d'interrogations sur la capacité à surmonter des défis que l'on pourrait qualifier de structurels, les grands défis auxquels le pays est confronté depuis plusieurs années, la dette, l'emploi, les fractures territoriales, les questions de revenus et de salaire. Et on voit bien que là-dessus, on a un scepticisme des Français, 6 Français sur 10, 7 Français sur 10, qui pensent qu'on aura du mal à voir les choses s'améliorer. Comme si ces défis-là qu'on n'avait pas réussi à relever étaient un peu des boulets qui plombaient un peu le moral des Français. À l'inverse, sur les défis de demain, et je m'arrêterai là, sur les défis de demain, adapter les entreprises et le pays à la transition écologique, se préparer formation aux compétences, l'attractivité, la réindustrialisation, qui, il faut le dire en étant tout à fait objectif, sont des défis en partie portés par le président de la République. Là, on a un espoir d'amélioration qui dépasse 50%. Alors, pour résumer, et avant de passer la parole et d'ouvrir notre débat, je dirais qu'on n'aura pas assez de tout le talent des intervenants des rencontres d'Aix et des 2 jours pour recréer l'espoir, mais que pour autant, il y a quand même des ferments positifs et qu'il ne faut pas désespérer. Alors, avant d'écouter Alain Di Crescenzo, juste peut-être un deuxième point qu'il y a dans ce sondage, on a voulu sonder aussi ce que les Français pensaient du rôle des entreprises, de la façon dont les entreprises allaient aborder cette séquence. On a vu pendant la crise Covid, on s'est tourné vers l'État, c'est normal, le quoi qu'il en coûte. Et on a un peu l'impression que dans la période qui va s'ouvrir, les entreprises sont un peu plus dans le viseur sur un certain nombre de sujets, notamment le social, les salaires, répondre à la problématique du pouvoir d'achat. Vous avez tout à fait raison, Philippe, et pour analyser ces chiffres, il faut dézoomer un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on observe depuis plusieurs années ? L'amélioration de l'image des entreprises. On l'observe quasiment depuis 2017. Cette amélioration de l'image des entreprises fait finalement qu'en parallèle, cela fait monter le niveau d'exigence
envers elles. On a une meilleure image, mais on en attend plus. Certains diront même on attend tout des entreprises aujourd'hui, parfois parce qu'on considère l'État comme défaillant, parfois parce qu'on considère que l'État doit se recentrer sur ses fonctions essentielles. Mais c'est vrai que sur certains sujets, notamment sur bien sûr la transition écologique, mais avant toute chose, vous l'avez évoqué, sur la question qu'on appelle le partage de la valeur, sur la question des salaires, là les Français nous disent le compte n'y est pas. Les attentes sont très fortes. Les attentes sont très fortes. Il y a des sujets sur lesquels c'est moins le cas parce qu'on considère que les entreprises ont fait une partie du travail. Par exemple, contrairement à ce qu'on dit souvent sur le bien-être au travail, là on considère qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais la question majeure reste quand même la question des salaires. Merci Bernard pour ce premier résumé. Donc vous retrouverez tous les résultats dans les articles sur le site de la Tribune dès maintenant. Peut-être donc Alain Di Crescenzo, le point de vue que vous avez, vous, sur ces résultats et sur notamment ce regard très sombre, mais en même temps, une lueur d'espoir. Oui, alors effectivement, j'ai la même dualité, ce côté je suis plutôt bien moi-même et puis l'économie va très mal, que je retrouve moi tous les mois dans les sondages que je fais. Voilà, systématiquement, l'entreprise, on la voit plutôt de façon plutôt optimiste, 70% d'opinion positive, et sur l'économie de la France, 28%, 27%, etc. d'opinion positive. Moi, ce qui m'a touché, si vous voulez, c'est quand même le constat sans appel qui est... Oui, voilà, le sondage sans appel autour de nos politiques économiques et de nos politiques industrielles. Donc ça, c'est le constat. Et effectivement, la grande lueur, le côté positif, il dit, mais je vais le redire avec peut-être mes mots, c'est tout ce qu'on met en place de notre côté, c'est-à-dire, bien sûr, on est en adéquation avec les priorités de l'État. Donc ça veut dire ce qu'on fait sur les transitions, sur la transmission, sur France 2030, la réindustrialisation, sur l'économie de proximité, sur les compétences. Les Français qui ont été sondés disent là-dessus, c'est important et on a les ingrédients qui font que quelque part, on y croit. Et le constat que je peux faire, et c'est ma conclusion positive parce que je suis un entrepreneur, c'est de dire si vraiment on a conscience que ce sont des atouts forts, des fondamentaux forts que nous avons, et si vraiment on a conscience que quelque part on va tous s'investir là-dedans, alors je crois que la France va gagner la course. C'est-à-dire se retrouver sur un trio de tête des grands pays industrialisés de ce monde. Et c'est l'enjeu que nous avons aujourd'hui dans une période critique. Alors, ce qu'on voit aussi dans notre sondage, c'est qu'on se prépare à vivre une grande révolution industrielle, 10 années de transition écologique. On en parle tous les jours, mais on commence à en voir les premiers effets concrets. Alors, parfois, on le voit comme quelque chose de punitif. Il y a les ZFE, les interdictions de circuler ou les ZAN, mais il y a également des côtés très positifs. C'est décarboner l'économie, l'industrie, tous les secteurs. Et là, quand on regarde dans notre sondage ce qui est dit par les Français, c'est qu'ils ont conscience qu'il va falloir faire des efforts pour changer. Mais ils demandent des efforts, Bernard Sananès, qui soient partagés de façon juste. Est-ce que là-dessus, sur ce constat, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de difficulté pour le gouvernement à convaincre? Il y a une difficulté pour tous les acteurs, parce qu'effectivement, quand on interroge dans plusieurs enquêtes, ça fait évidemment plusieurs mois qu'on travaille sur ces questions-là, est-ce qu'on considère que la transition écologique est une nécessité, est urgente? Les Français sont maintenant quasiment unanimes. Les sceptiques, climato-sceptiques ou sceptiques tout court, sont vraiment une infime minorité. Tout le monde considère qu'à 8 Français sur 10, que le modèle actuel n'est plus soutenable, qu'il faut évoluer, qu'il faut changer ses comportements, que les entreprises, l'État, les collectivités locales sont très attendues également, sont des acteurs. Et sur ce sujet, on n'attend pas un sauveur suprême, on n'attend pas tout des entreprises ou tout de l'État. On sait bien qu'il va falloir que tout le monde doit participer, mette, y compris le citoyen. Mais évidemment, le citoyen est prêt à s'y mettre s'il considère que les efforts sont partagés. Si on ne demande pas tous les efforts aux citoyens, et surtout s'il y a ce sentiment de justice. On l'a vu, par exemple, au moment des risques qui ont pesé sur l'approvisionnement en électricité. On avait un besoin d'exemplarité qui était très fort. Je prends souvent cet exemple. On vous dit il ne faut pas rester sous la douche trop longtemps parce que ça consomme trop d'eau. Très bien. Si vous êtes sous votre douche et que vous avez une fenêtre dans votre salle de bain et que vous voyez que pendant ce temps, l'immeuble en face de vous reste allumé tout le temps, vous vous dites l'effort qu'on me demande n'est pas fait de la même manière par les entreprises ou par les administrations. Donc il y a un côté, tout le monde doit être associé à l'effort. Et la deuxième attente, la deuxième exigence, c'est le sentiment qu'on veut participer, qu'on veut donner son avis.
On ne veut pas des mesures imposées. Et je sais qu'il y a évidemment beaucoup de chefs d'entreprise qui s'inquiètent notamment de ce qu'on appelle un peu la dérive normative, du fait qu'il y a beaucoup de règles qui parfois sont nécessaires, mais qui parfois semblent excessives et qui semblent freiner le dynamisme des entreprises qui est grand pour s'adapter à la transition écologique. Très, très bonne liaison, parce que je voulais poser la question à Alain Di Crescenzo, parce que vous êtes également entrepreneur et vous êtes le représentant au niveau de la CCI de beaucoup d'entreprises en France qui aujourd'hui s'interrogent effectivement sur ces changements qui sont très rapides, qui pourraient être très brutaux, qui vont changer nos modes de vie. Comment est-ce que les entreprises vivent effectivement cette perspective d'une décennie qui va être une décennie difficile aussi? Il va falloir investir pour décarboner, pour changer tout un tas de process. Il va falloir continuer à produire en même temps. Il va falloir s'occuper de ses salariés. J'ai l'impression que c'est les 12 travaux d'Hercule. Alors, c'est vrai que c'est des travaux importants. Maintenant, je reviens toujours sur la base, c'est la prise de conscience. Et 80% des entrepreneurs, petits, gros, moyens, ont compris que c'était donc un passage obligatoire. Et ça, c'était la prise de conscience. Et puis, il y a eu une évolution sur les 3 dernières années. C'est le passage, le passage de l'obligation. Il faut le faire pour la planète, pour notre économie, etc. Mais surtout, une opportunité. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Aujourd'hui, si on veut gagner la conquête économique et avoir une position fort et durable sur l'échiquier économique mondial, s'il n'y a pas de rupture, on a perdu la France. On ne sera jamais plus compétitif qu'un Chinois, un Asiatique, voire quelques Américains. On ne le saura pas. Et justement, si vous voulez, ces ruptures environnementales, digitales, sociales, sociétales, RH, font que quelque part, on redonne la main au pilotage. Et si on redonne la main au pilotage, alors là, oui, quelque part, on peut rebondir. Et qu'est-ce que demandent les entreprises? Elles nous disent, on a compris que grâce à ça, on pouvait regagner la course. Par contre, vu ce qu'on a vécu sur les dernières années, je vais vous rappeler la crise Covid, la crise ukrainienne, etc., l'inflation, de grâce, aidez-nous, accompagnez-nous. Et c'est là que les chambres de commerce ont un rôle crucial à faire. Vous savez qu'on est la première institution qui accompagne les entreprises donc en France. On accompagne à peu près 600 000 entreprises chaque année. Et à peu près avec les porteurs de projets, ça fait plus d'1 million. On nous dit, on en veut plus, on va être accompagné, on va être guidé, aidez-nous. Le premier défi que rencontrent les entreprises en ce moment, c'est celui du recrutement. Dans tous les sondages, on voit des difficultés de recrutement de la part des entreprises avec des tensions sur le marché du travail. Alors ça prouve que l'emploi, finalement, on en trouve, peut-être pas seulement en traversant la rue, mais en tout cas, quand on le recherche sérieusement, on a des opportunités d'emploi comme jamais on en a eu. On n'a jamais eu autant d'ailleurs d'emplois salariés dans notre pays. On n'est pas au plein emploi, il y a encore au moins 1,5 million d'emplois à aller rechercher pour s'en approcher. On est à 7% de chômage. Qu'est-ce que vous constatez sur ces pénuries de recrutement? Qu'est-ce que vous dites au moment où on doit créer ces nouveaux emplois, de ces métiers de l'environnement, de la croissance verte? Est-ce qu'il y a des questions de formation qui sont aujourd'hui à prendre à bras-le-corps et qui ne sont pas suffisamment traitées pour attirer les jeunes? Alors, le constat peut-être pour le réaffirmer, 80% des entreprises nous disent avoir des problèmes de recrutement et 56% des problèmes de fidélisation. Ça, c'est le constat sans appel. D'accord ? Après, où sont les gisements? Et c'est ça qui est intéressant de voir. Le gisement, nous l'avons dans la formation. Alors, 2 gisements, former plus, former mieux. Et c'est là que je me base sur un continuum que j'appelle le continuum vertueux, parce qu'il n'y a pas d'incantation sur le plein emploi. C'est l'anticipation sur les métiers sous tension et métiers de demain, l'orientation des gens, des jeunes et des moins jeunes, et je reviendrai là-dessus, sur les métiers qu'embauche et dont on a besoin. Et là, on a une vision de bassin d'emploi, l'excellence dans la formation et la capacité que nous avons à ouvrir et à fermer des classes. Et le dernier point, c'est le matching entre l'offre et la demande. Et là-dessus, vous savez que les chambres de commerce, c'est globalement le premier formateur après l'éducation nationale, 400 000 personnes formées chaque année. Donc là-dessus, si vous voulez, sur la formation, c'est le premier élément, former plus. Le deuxième élément qui est important, qui va avec la formation, c'est le vivier des sans-emploi. Et aujourd'hui, ces statistiques, ce n'est pas de vraies statistiques de plein emploi. 1,5 million de jeunes aujourd'hui qui sont sortis du système scolaire. Et ça, si vous voulez, c'est l'enjeu de la France aujourd'hui. On l'a bien vu ces derniers jours. Et c'est ce sur quoi nous sommes impliqués aussi. Bernard, peut-être sur ce point. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs observateurs ont noté le paradoxe apparent seulement,
de ces émeutes, ces violences déclenchées, on le sait, par un drame. Certains considèrent qu'il n'y a pas que ça dans ce qui s'est produit, mais au moment où les situations de l'emploi n'a jamais été aussi bonne depuis, Philippe, je parle sous votre contrôle, 15 ans ou 20 ans. Pas loin de 20 ans. Oui. Et c'est vrai que ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il y a une forme d'inégalité. Quand ça va mal dans le pays en matière d'emploi, ça va plus mal dans ces territoires, pas seulement d'ailleurs dans les territoires dits des banlieues, mais c'est aussi le cas pour les zones très rurales qui sont loin des grands centres économiques. Mais quand ça va mieux, ça va d'abord beaucoup mieux dans les tours de la Défense que dans les tours Pablo Picasso de Nanterre. Voilà. Et donc tous les enjeux de précarité, de formation, d'accès à l'emploi sont très présents pour, encore une fois, les jeunes des quartiers sensibles, mais pour les jeunes en général. Nous, on a fait plusieurs études sur les jeunes récemment et on voit bien que cette question de l'accès à l'emploi reste une question extrêmement importante. Le deuxième sujet, c'est bien sûr celui de la formation que vous avez évoqué. Là, on a vu, alors je ne fais pas de lien de cause à effet, mais en tout cas, c'est depuis 2017, on a vu une évolution très sensible de l'opinion sur cette question, qui s'est vraiment emparée de ce sujet. Les salariés, notamment, ont compris que l'idée de faire toute sa vie le même métier ou la même entreprise, tout ça était fini depuis longtemps. Et donc que ce défi de la formation, il était vital pour s'adapter et qu'il reposait aussi sur les salariés eux-mêmes. Souvent on dit les Français attendent tout de l'État, des entreprises, etc. Quand on leur pose la question sur la formation, ils sont très nombreux, 40%, à dire ça dépend d'abord aussi, ça suppose que l'on se prenne en main sur ces sujets de formation. Donc il y a une vraie prise de conscience sur ces questions. Peut-être là-dessus, Alain Di Crescenzo, on a également sondé ce que pensaient les Français du bilan du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et ils sont très partagés, en fait. 1 sur 2, en gros, dit que le bilan est mauvais. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu sévère, sans vouloir défendre le président de la République, dans la mesure où, effectivement, si on regarde le bilan en emploi, on a quand même créé 1,7 million d'emplois. On n'a jamais eu, malgré des crises, la crise des gilets jaunes, la crise du Covid, là, actuellement, la crise ukrainienne, l'inflation. Donc, d'un côté, il y a quelque chose de sévère, et en même temps, qu'est-ce que ça traduit, ces jugements quand même de 1 Français sur 2 assez négatifs sur l'action? Qu'est-ce qui manque, en fait, pour que l'action d'un gouvernement qui plutôt a réussi sur le plan économique à nous éviter une récession, qui a plutôt mis en chantier quand même beaucoup de sujets, je pense à l'industrie verte, justement, la formation, tous les grands sujets sont sur la table, et en même temps, ça ne crante pas dans l'opinion. Il n'y a pas aujourd'hui de conviction suffisamment forte. Est-ce que c'est parce qu'on a aujourd'hui une défiance dans les institutions, tout simplement? Alors, permettez-moi encore toujours pareil de faire un peu de... Il faut que vous teniez le micro. Oui, voilà. Ouais. De faire un peu de retour sur ce qu'a fait le gouvernement pendant la période qui a été la nôtre, d'accord, qui a été difficile. Je crois que moi, j'étais implanté avec mon entreprise dans 22 pays dans le monde. Je n'ai pas vu un seul pays qui a réagi comme le nôtre pendant la crise Covid. C'est allé avec une rapidité, une efficacité redoutable. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu de chance. Après, on a pris les crises ukrainiennes qui nous ont en gros coupé les jambes alors qu'on avait des taux de croissance qui étaient les premiers aujourd'hui en Europe, voire au monde, post-Covid. Moi, ce que je crois que ce qui manque aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est du temps. Du temps. Et ce qui fait, si vous voulez, qu'il y a des attentes fortes, c'est qu'on a un énorme retard. Un énorme retard. Je crois qu'on a gâché 20 à 30 ans dans ce pays, puisqu'on a laissé les grands investissements tomber. Vous savez, regardez l'aéronautique, pourquoi on a créé un géant de l'aéronautique, pourquoi on a un géant du train, pourquoi on a eu à un certain moment un géant de l'informatique. C'est parce que quelque part, il y a eu ces investissements d'avenir, le mot est choisi, forts, qui fait que nous recommençons maintenant avec France Relance, 100 milliards d'euros, France 2030, 54 milliards d'euros, mais globalement, si vous voulez, on est en retard. On est en retard, et ce retard, si vous voulez, n'a pas été le même pour tous les pays, donc il y a énormément d'attentes de la part de nos concitoyens. Notez aussi énormément de souffrance aussi, puisque vous l'avez dit, aujourd'hui on n'était pas prêt à l'inflation, ni les entrepreneurs, ni nos concitoyens, et donc il y a une perte de pouvoir d'achat dans ce pays, et donc c'est ce qui fait que quelque part, il y a une déconnexion entre des actions qui ont été faites, les résultats, en tout cas les résultats dans le temps. Bernard ? Oui, d'abord il y a évidemment un jugement politique qui est porté sur l'action du président de la République, avec un jugement qui, on le sait, et ça ne date pas de cette année ou de la réélection d'Emmanuel Macron, mais un jugement qui est très clivé sur sa personne, sur sa gouvernance, sur sa manière de diriger le pays. Donc ça impacte évidemment tous les résultats sur la satisfaction de l'action gouvernementale. C'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, il y a eu ces crises. Ces crises, finalement, elles ont interrompu en partie le récit
et le prisme qui était celui d'Emmanuel Macron, qui était la volonté de transformer le pays. C'est là-dessus qu'en 2017, il a acquis une grande partie de son succès. Et cette promesse de transformation du pays, c'est vrai qu'elle a été interrompue. Alors certains diront qu'il n'a pas réussi à relancer, d'autres diront c'est à cause des crises que vous avez évoquées, et c'est très juste. Mais c'est vrai que ça a interrompu le récit de la transformation du pays. Là, on voit bien que depuis l'élection présidentielle, il est plus difficile de remettre en marche ce récit, et c'est tout un enjeu. D'ailleurs, on voit bien, dès qu'il y a quelques annonces de réforme, le socle électoral du macronisme refait bloc autour de lui. Quand il y a le sentiment finalement qu'il ne fait que, j'allais dire, gérer déjà un exercice évidemment difficile, à ce moment-là, il y a une forme de lassitude en disant on ne l'a pas élu pour ça, on l'a élu, on était d'accord ou on n'était pas d'accord avec Emmanuel Macron, mais on attendait qu'il transforme le pays. Là, on est à l'aube de prendre des décisions assez difficiles. Il faut prendre au sérieux ce qui vient de se passer dans les banlieues. On ne peut pas faire comme si on allait repartir comme avant, donc pour prendre que cet exemple. Et en même temps, il va falloir traiter la fin du monde. Donc il va falloir prendre des mesures sur le climat qui ne vont pas forcément être très populaires, y compris pour les entreprises, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est possible d'arriver à réconcilier les Français, et on vous posera la question, et d'embarquer tout le monde? Parce que ce qu'on vient de vivre, quelque part, ça peut être aussi l'occasion d'un sursaut. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, quand on a interrogé les Français cette semaine sur les mots qui les ont... Enfin, qu'est-ce que ça leur inspirait, les événements aujourd'hui, il y a une vécu, attente d'ordre, bien sûr. C'est les mots de chaos, de désespoir, voilà, des mots très, très violents, hein, donc sur ces images, qui ont encore une fois marqué le pays. Mais la deuxième chose, et là, ce n'est pas lié simplement à ce qui s'est passé, qui est, vous avez raison de le rappeler, évidemment très, très grave, il y a un sentiment qui... est partagé, installé dans le pays depuis longtemps, avant même 2017, qui est le sentiment d'injustice. Les Français considèrent, certains diront à tort, d'autres diront à raison, pour 8 Français sur 10, que le pays vit une situation d'injustice. Injustice entre les revenus, injustice entre les territoires, injustice, on le voit dans les études. Injustice qui pourrait être creusée encore plus par la transition écologique, exactement, si on prenait garde. D'où la réponse que vous évoquiez tout à l'heure, des Français qui demandent d'abord à ce que les efforts soient répartis équitablement. Je renvoie au rapport Pisani-Ferry, qui sera là demain d'ailleurs, qui évoque ces questions-là. Mais au moment où il y a ce débat, le président l'a rappelé à l'instant, il y a eu l'inflation. L'inflation a pesé pendant plus d'un an. Elle n'a pas eu une vague d'inflation pendant 4 semaines, 8 semaines. Pendant plus d'un an, nous, on a une courbe qui est très intéressante, qui est la courbe de la fin de mois des Français. On interroge régulièrement les gens, on leur demande comment vous avez vécu vos fins de mois. Sereinement, ou vous avez bouclé vos fins de mois à difficulté. On a aujourd'hui 4 Français sur 10. 4 Français sur 10 qui disent « je ne boucle pas mes fins de mois sereinement ». Donc on ne peut pas faire l'impasse sur ces questions-là qui se heurtent évidemment, qui sont dans le quotidien des Français, et encore plus, pour boucler avec votre question, évidemment dans les quartiers difficiles. Comment on vit cette dialectique fin du monde, fin du mois chez vous? Alors je voudrais d'abord vous parler des jeunes, puisque vous savez qu'on l'oublie, et je l'ai déjà dit, que les chambres de commerce sont les premiers formateurs après l'éducation nationale. Donc sur les jeunes, on a fait une enquête il n'y a pas longtemps, et les jeunes nous expliquent leurs souffrances. Premièrement, c'est la majorité des jeunes au global qui ne font pas 3 repas par jour, il faut le savoir. Qu'est-ce que nous disent ces jeunes? Quelle est la chose la plus importante pour eux? C'est la santé. Nous sommes en France. La santé, ça veut dire me nourrir correctement et m'apaiser donc psychologiquement. Deuxièmement, ils nous disent me loger. J'ai besoin de me loger de façon décente. Et troisièmement, et là, bien sûr, pardon, je vous arrête une seconde, c'est une catastrophe aujourd'hui. Alors, le logement, c'est un vrai problème. Et on a un vrai problème sur le bâtiment. Vous savez qu'aujourd'hui, l'investissement dans le bâtiment a été divisé par 2. Quand je regarde les prêts, aujourd'hui, les demandes de prêts, non pas parce qu'on ne veut pas les donner, mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de demande. En plus, avec les mesures sur les TPE, il y a beaucoup moins de logements qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à se loger pour la rentrée. Voilà. Donc la construction neuve, aujourd'hui, est à l'arrêt, en fort ralentissement. Deuxièmement, nous avons la rénovation énergétique qui fait que quelque part, pour ceux qui pensaient pouvoir louer leurs biens, aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il y a un investissement dans la rénovation qui est très important. Donc il y a cette jeunesse qui souffre. Après, sur l'entreprise, aujourd'hui, quand vous regardez l'entreprise, elle est à l'image des prévisions qu'on a de croissance du PIB de notre pays. Aujourd'hui, sur 2023, vous avez une croissance inférieure à 1%. On est un petit peu au-dessus de 1% sur 2024. Donc, qu'est-ce qui touche l'entreprise aujourd'hui? C'est des problématiques de croissance, d'accord? Évidemment, des problématiques d'embauche, évidemment, des problématiques d'inflation. Et ce qui nous interpelle le plus, c'est la diminution des marges.
Je parle de la PME-PMI, nos entreprises perdent en marge et vous savez qu'elles sont relativement endettées du fait de ce qui s'est passé pendant la période. D'autant qu'elles vont devoir investir, donc elles ont moins de profits. Et comme on dit, souvent les profits font les investissements de demain, les emplois d'après-demain, mais surtout les investissements de la transition écologique. Je reviens sur cette question de comment réussir à vivre cette décennie où il va falloir mettre 30 milliards d'euros d'investissement privé en plus par an. Si j'en prends les chiffres de Pisani-Ferry, sur les 60 milliards, il y en a la moitié pour le secteur privé. Ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir faire des priorités dans ce pays. Et c'est ce que nous disent tous les jours les entreprises. Donc donnez-nous les priorités. Je crois que les priorités, elles sont claires. Les compétences, le verdissement, réindustrialisation. Et si on arrive à travailler sur ces 3 pivots, le reste suivra. Les industries de services suivront. Et sachez qu'aujourd'hui, au-delà des aides, ce que nous disent les entreprises, c'est qu'elles n'ont pas le temps de s'en occuper. Et donc, à un certain moment, ça ne sert à rien, si vous voulez, de mettre des aides. Il y a plus de 500 aides autour de l'environnement et du verdissement de l'économie. On pourrait simplifier tout ça. Ça ne sert à rien d'avoir autant de la révolution. Si on n'arrive pas à les accompagner, je vous prends un exemple très précis. Premier accompagnateur des entreprises, les CCI. Aujourd'hui, toute voile dehors sur l'environnement, on accompagne 50 000 entreprises par an. Et on voit que notre mass market, c'est plutôt le million. Faites le calcul. Bernard ? Je trouve que ce qui vient d'être dit par le président boucle assez bien avec ce qu'on a dans l'enquête. Et c'est effectivement l'information positive de notre baromètre. C'est que sur tous ces défis-là que vous venez d'évoquer, le défi des compétences, le défi de l'attractivité, le défi d'avoir un modèle qui soit plus respectueux de l'environnement et la réindustrialisation, alors qu'on est, on l'a dit, dans un sentiment de déclin, de difficulté, des nouvelles qui plombent le moral, plus d'un Français sur 2 considère que la situation sur ces sujets-là, qui sont les sujets de demain, peut s'améliorer. Donc ça, c'est effectivement une source d'espoir. On dit souvent, les Français sont pessimistes, etc. D'ailleurs, on leur a posé la question, ils ne se trouvent pas pessimistes, ils se trouvent réalistes, ils se trouvent objectifs. Lucides. Ils ne sont peut-être pas économistes, mais ils analysent la situation en se disant, il y a des choses qu'on traîne depuis trop longtemps, des défis qu'on n'arrive pas à relever, et puis il y a des défis d'avenir sur lesquels on est bien positionné. Après, il y a un sujet qui interpelle tous les politiques, parce que fin du monde et fin du mois, à part avoir fait ce constat de la difficulté, c'est quoi le récit de ces transformations ? Comment on raconte et comment on embarque le pays, les collectivités, les entreprises, les citoyens dans ces transformations en montrant qu'elles vont aboutir à un progrès et pas simplement à une contrainte supplémentaire. Et ça, c'est un défi pour l'instant, et encore une fois, sans faire de jugement politique, qui n'a pas encore été relevé. Anna Crescenzo, vous parliez des prévisions de croissance, donc effectivement... Jusqu'ici, tout va bien, même si ça va moins bien. Mais ça pourrait aller mal. Et on a les hausses de taux d'intérêt qui ne sont pas finies. La lutte contre l'inflation, on n'a pas l'impression, ça va un peu mieux, elle se ralentit, mais on est loin de croire, en tout cas, on voit des doutes sur la capacité de revenir au niveau de 2%, comme le disent les banques centrales, aussi vite qu'elles le disent. Il va y avoir justement cette question qui est attendue dans notre sondage par les Français, c'est cette boucle, cette spirale prix-salaire. Qu'est-ce qu'on dit à des salariés qui disent « Bah oui, mais vous êtes bien gentil, moi, mais j'ai perdu en pouvoir d'achat, il faut augmenter mon salaire, il faut compenser. Il y a eu 5% en 2022, il y a 5% en 2023. Vous allez rentrer dans la phase des budgets de 2024. Oui, on y est. Comment vous préparez vous préparez vous-même et qu'est-ce que vous sentez venir? Est-ce qu'il va falloir quand même, effectivement, on voit les attentes sont très fortes sur les Aujourd'hui, sur des taux d'inflation aux alentours de 6%, la majorité des entreprises ne peuvent pas suivre. Elles ne peuvent pas suivre. Si vous prenez une entreprise de service que je connais bien, puisque j'ai beaucoup bossé dans le service, quand vous avez votre masse salariale qui correspond à 50% de vos coûts, aujourd'hui, vous ne savez pas augmenter vos prix de vente en conséquence. Donc ça va être un peu déceptif, d'accord ? Et ce que veulent nos entreprises, parce qu'ils veulent garder leurs collaboratrices et collaborateurs, c'est compenser par autre chose. C'est compenser par leur verdissement, compenser par la sérénité qu'on peut avoir au travail, compenser par du télétravail, compenser par de la formation, de façon à pouvoir garder nos collaboratrices et collaborateurs. Vous avez raison, mais ça ne va pas résoudre, ça va pas remplir le caddie à la fin du mois pour les plus bas salaires. C'est la solution. Les bas salaires, vous savez, ce qu'on essaie de faire généralement, il y a toujours une priorité sur les salaires les plus bas. Mais après, je vous parle de la globalité des salaires. La deuxième chose qu'il faut voir, et là, on est un peu en retard, même si on essaie de s'améliorer, c'est que n'oubliez pas que les taux de croissance à l'extérieur de nos frontières sont 3 à 4 fois supérieurs aux nôtres. Et c'est là qu'il faut accompagner nos entreprises à aller chercher des parts de marché à l'étranger. C'est ce qu'on fait au niveau de la Team France Export. C'est pas suffisant.
On n'est pas encore aux 210 000 entreprises exportatrices que nous avons en Italie, on en a 140 000, mais il faut aller chercher à l'étranger pour avoir des leviers de croissance, des leviers de compétitivité. Et échapper à la récession qui pourrait menacer. Qui pourrait nous menacer. Et peut-être que sur ce point, on pourrait se réconcilier là-dessus. Puis on aura Patrick Artus tout à l'heure qui en parlera. Peut-être que cette transition écologique, ça peut être la source d'une nouvelle croissance. Écoutez, ce que disent les entreprises, c'est très simple. C'est un grand plan de relance keynésienne si on suivait Pisani. Ne serait-ce que ce que pensent les PME. Je ne suis pas vert, j'embauche plus. Je ne suis pas vert, je ne suis pas compétitif. Je ne suis pas vert, je ne vends plus. Ouais. Alors c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'il y a une prise de conscience. Il faut simplement la driver et l'accompagner. On le voit dans toutes les enquêtes sur le rapport au travail qui évolue beaucoup. Le travail n'est pas moins important que dans les années passées, mais il est moins central. Il est mis en concurrence avec notamment la question du bien-être au travail, des conditions de travail, de la famille. Il y a des nouveaux arbitrages qui se font. Mais il y a une question qui revient très fortement, c'est effectivement la question de l'environnement, notamment pour les jeunes recrutés, mais pas seulement. On voit bien que même dans les générations au cœur de l'activité, entre 35 et 50 ans, de devoir choisir un emploi qui est une entreprise, le critère de respect de l'environnement joue pour déjà 30% des salariés. Donc vous avez tout à fait raison de rappeler que ça va à la fois créer du business, mais ça va créer aussi de la fidélisation. Alain Di Crescenzo, il y a un sujet qui va venir, qui finalement ça va être la conclusion de la réforme des retraites. Alors il y a le sujet des seniors, mais il y a le sujet des jeunes notamment. Et sur les jeunes, parce qu'on dit beaucoup, si on fait travailler plus longtemps les seniors, ça va être plus difficile pour les jeunes de rentrer sur le marché du travail. Il va falloir tenir les deux bouts, si je puis dire, de la chaîne. Pour les entreprises, c'est une sacrée responsabilité, à la fois garder leurs seniors et embaucher plus de jeunes. C'est possible. Non, les entreprises aujourd'hui en ont besoin. Aujourd'hui, on ne recrute pas. Donc nous, on veut garder nos seniors, on veut embaucher nos jeunes. Voilà, à condition, si vous voulez, d'avoir la bonne personne avec la bonne formation au bon endroit. C'est ça les compétences. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et après, de plus en plus, on met du shadow management en place, de façon à coacher nos jeunes. C'est quoi du shadow management? Ça veut dire qu'on va venir les anciens, du tutorat. Voilà, vont venir coacher les jeunes pour faire monter nos jeunes en puissance, pour les former. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de jeunes assez formés. Et puis surtout sur les jeunes, moi j'ai une pensée sur nos jeunes en lycée pro. 700 000 jeunes aujourd'hui, avec, vous savez, des taux d'insertion dans l'emploi qui sont de l'ordre de 30%. Si simplement on alignait ces 700 000 jeunes sur les résultats qu'on a en apprentissage, 77% chez nous d'insertion. Vous imaginez, on aurait 300, 400 000, 500 000 jeunes de plus sur le marché du travail et ça serait extraordinaire pour nous. Donc il y a des réservoirs chez nous, il y a des capacités, il faut leur tendre la main. Dernière question aux chefs d'entreprise, savoir ce que vous en pensez. C'est un autre des sujets qui sont nés de la fin de la réforme des retraites. C'est génération climat, génération semaine de 4 jours. Ça vous semble aujourd'hui inéluctable pour la jeunesse de proposer, comme il y a eu la génération 35 heures pour les boomers et pour leurs... Regardez l'hôtellerie-restauration. Il y a des semaines de 4 jours. Aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. On a la flexibilité, il faut faire le job. Il y en a qui veulent le faire en 5 jours, d'autres en 4 jours. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est produire, fidéliser, embaucher. Bernard, sur Non, il y a une vraie demande. Le mot-clé, c'est effectivement flexibilité. Et il y a un vrai risque, c'est que le télétravail, qui est très prisé dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs, et qui n'est pas accessible pour tous, soit vécu comme une source d'inégalité dans certains secteurs, dans certaines entreprises où le poste de travail n'est pas télétravaillable et où le salarié se dit moi, j'aspirerais aussi à la flexibilité et la semaine de 4 jours peut y répondre. Un mot de conclusion, puis on arrête. Illustration, hôtellerie, restauration. Voilà, donc injustice par rapport au télétravail, parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler, et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à amener nos jeunes... Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la semaine de 15 jours, c'est pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler? C'est peut-être une option, peut-être, je ne sais pas. Ça peut effectivement être une partie de la réponse. On voit au sein du patronat monter cette tentation. Très bien, merci à tous les deux pour cet exercice merci. Pas forcément facile, mais agréable au milieu des cigales. Et il fait très beau à Aix-en-Provence. On arrête là et on vous retrouve dans quelques instants. Merci.